comme je vous ai dit, donc je vis en Algérie. Oui, Et ma question va se rapporter un petit peu au Maghreb oui, et à la conscience radicale. Donc d'abord, ce que j'aimerais demander, c'est surtout dans le climat actuel, c'est-à-dire que il y a une certaine, on peut sentir une certaine schizophrénie un petit peu. On a donc Fidel Castro, on va pleurer Fidel Castro, mais on va nous enseigner quelque part que ce pourquoi, bon, entre guillemets, hein, il s'était battu, c'est le diable, c'est la destruction de Dieu. Et puis aussi, on a la Palestine, Terre Sainte, et on va, c'est-à-dire vraiment pleurer cette Palestine-là, mais par contre, abreuver à la TV française surtout, on va pleurer aussi, enfin pas pleurer, mais être vraiment accablé par la perte des présidentielles par Hillary Clinton. oui. Donc il y a des choses comme ça, et je me demandais si, au-delà du premier, de la première qualité du Maghreb comme armée de réserve du capital, est-ce qu'il y a une possibilité d'éveiller ou juste que la conscience s'éveille ici? Sachant qu'il a existé à un moment donné un lettrisme algérien, par exemple. Et si vous Est-ce qu'on voulez, peut tenter d'élargir tout ça? moi j'ai des contacts dans différents pays et aussi en provenance du Maghreb. Le problème, c'est de poser à travers Hegel et à travers Marx la problématique de la conscience radicale comme une problématique de conscience qui n'est pas arraisonnée par le lieu de sa provenance. C'est-à-dire que vous me dites, moi je suis à Oran, je suis en Algérie. Ça, c'est une spatialité dans l'apparaître. C'est une spatialité dans l'enfermement et dans les enclosures qui font que vous êtes à Oran et moi je suis à Paris. Mais ça n'est pas ce qui me définit. Ce qui me définit, c'est mon rapport existentiel, c'est mon rapport à la radicalité, de la radicalité des racines, du radical historique. Moi, j'ai depuis très très longtemps été dans des groupes radicaux au sortir de mai 68. Et dans ces groupes radicaux, il y avait des hommes qui venaient d'Afrique noire et il y avait des hommes qui venaient du Maghreb. Ils ne se considéraient pas comme être enfermés par l'enclosure du Maghreb ou par l'enclosure de l'Afrique noire. Ils avaient découvert les textes de Marx, les textes de Rosa Luxembourg, et ils étaient des consciences humaines universelles, de radicalité universelle. Quand Marx et Hegel disent que le projet de la radicalité humaine a émergé en Europe au XIXe siècle, ils font un constat, mais ce constat n'est pas une enclosure déterministe. Ce constat, c'est le percevoir radical d'un mouvement dialectique radical. Nous ne sommes pas condamnés en la provenance de notre enfermement, de la même manière que un ouvrier canu à Lyon en 1834 n'était pas condamné à l'assujettissement dans les totems et les tabous du temps contemporain de son aliénation, et qu'il pouvait prendre les armes contre toute la fossilisation économique et politique du temps de son enfermement. Les hommes du Sud, et quand je dis les hommes, c'est bien évidemment les hommes et les femmes du Sud, ne sont pas condamnés à la temporalité qui existe aujourd'hui dans la pesanteur de ce Sud, parce qu'ils ont en eux une intelligence potentielle qui dépasse l'enclosure. Et donc, dans les années 70, dans les années 80, dans les groupes radicaux en France, on avait tous quelque part quelqu'un qui venait ou du Mali, ou du Maghreb, ou même du Macrais, et qui avait dépassé cette pesanteur-là et qui avait découvert les textes de Marx. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a en Afrique du Nord des gens qui lisent les textes de Marx, qui lisent les textes de Rosa Luxembourg. Alors, c'est pas avoir une vision européocentriste, c'est avoir une vision subvertive centriste. C'est-à-dire que les textes de Marx, de Rosa Luxembourg, 1871-1920, ce ne sont pas des textes
européens centristes. Ce sont des textes de la centralité subversive mondiale qui ont émergé en Europe parce que dans le cadre de la dialectique des forces productives de l'aliénation mondiale, c'est effectivement en Europe, entre 1840 et 1920, que toute la quintessence subversive de l'universalité mondiale s'est polarisée en lutte de classe pratique et en lutte de classe théorique. Mais c'est un patrimoine mondial de l'émancipation mondiale. Donc, à partir de là, même si effectivement Marx, dans son travail sur les temporalités immobiles et sur les temporalités dynamiques, a bien montré que la lutte de classe radicale du projet communiste radical n'avait pu émerger que là, cela où elle ne pouvait émerger que là n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Et donc, ce point de départ fait qu'au fur et à mesure que le développement de l'histoire se fait, tous les hommes de la Terre sont appelés à l'auto-émancipation radicale contre l'aliénation, et tous les hommes de la Terre sont appelés à quitter les oripeaux des traditions de l'aliénation pour s'emparer des traditions de la subversion. D'accord. Maintenant, le premier souci, le premier obstacle que d'ailleurs, dans une adresse aux révolutionnaires de tous les pays, Debord avait vraiment souligné, l'international situationniste, c'était l'islam. C'était l'obstacle de l'islam. Et est-ce que c'est possible d'être musulman croyant et dans une démarche de critique radicale de l'état de choses existant, donc. Ou est-ce que c'est radicalement antinomique? Alors, si vous voulez, le problème, c'est que quand on dit islam, on pourrait dire après christianisme, on pourrait dire après judaïsme, après on pourrait dire bouddhisme, après on pourrait dire taoïsme. On pourrait dire plein de choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les communautés de l'être se sont mis en situation de dissolution, le sacral premier s'est déstructuré et il a produit les religions. Donc, le débat que Hegel, Marx ont sur la religion, c'est pas un débat qui vise à expliquer qu'il n'y aurait pas de sacralité, qu'il n'y aurait pas d'infini, qu'il n'y aurait pas d'être générique et qu'il n'y aurait pas de cosmos. Les manuscrits de 1944 sont un appel au soulèvement insurrectionnel pour retrouver la vie existentielle radicale de l'être générique. Et l'être générique dans sa radicalité, c'est ce que Hegel appelle l'absolu, c'est ce que pendant des millénaires, les hommes ont appelé le div, c'est ce que les hommes ont appelé la lumière infinie, et pour en revenir au présocratique, c'est cette compréhension que le monde n'a jamais été créé, qu'il n'y a pas un Dieu supérieur qui a créé le monde, mais que le monde est l'automouvement dialectique de sa permanence infinie, dans l'infini constamment recomposé et recommencé, et que le divin, ça n'est rien d'autre que le souffle du vivant en ce monde, tel qu'il produit l'automouvement infini de sa reproduction. Donc, le débat qu'on peut avoir avec la problématique islamique, puisque c'est la problématique que vous avez soulevée, c'est pas la problématique il n'y aurait pas de div, il n'y aurait pas d'infini, c'est que précisément les religions sont l'antithèse de l'infini, puisque ce sont des structures carcérales d'enfermement de la sacralité. Je dis souvent aux gens, quand vous allez visiter Lascaux, vous ne visitez pas une cathédrale religieuse, vous visitez une réalité immanente cosmique où il n'y a ni religion ni prêtre, puisque c'est le souffle du monde en son infini mouvement qui est reproduit sur les parois rupestres par une communauté humaine organique qui ignore la division, le travail, le pouvoir, l'argent, et donc le religieux et l'artistique. Donc, la religion, comme l'artistique, elle naît à partir du néolithique comme une division aliénatoire. Elle vient relier ce qui a été délié. Elle vient réunir ce qui a été désunifié. Donc, dans les communautés organiques
il y a un souffle cosmique de l'être générique, c'est l'infini mouvement du divin sur la terre et sur l'infini cosmos. La religion, c'est pas ça. La religion, c'est à partir du moment où, au néolithique, se créent des structures de domination, de dressage et de domestication, à partir de la valeur d'échange en mouvement, la nécessité de régenter, la nécessité d'asservir, la nécessité de soumettre pour que le pouvoir ait une population adéquate à la valeur d'échange de la soumission en mouvement. Donc, qui dit religion, dit soumission. Toute religion est par essence ce qui soumet les hommes à une structure extérieure que l'on appelle Dieu, mais qui en fin de compte n'est que le fantasme aliénatoire des projections, des chefferies, des hiérarchies qui, à un moment donné, suppriment la véritable sacralité de l'automouvement du monde, la dépiotent, la réécrivent, la cadastrent, l'urbanisent mentalement et matériellement pour qu'il y ait effectivement des principes de renonciation, des principes de dressage et de soumission de la jouissance. Dans la communauté humaine primordiale, comme dans la communauté émancipée de demain, le div, il est jouissance. Le div, il n'est pas renonciation. Le div, il n'est pas génuflexion. Il n'est pas soumission. Il est explosion de radicalité subversive dans une création infinie. Et donc, là, on a une problématique différente entre les structurations et l'appel à la compréhension de ce que sont les religions. Si je prends par exemple le judaïsme, le christianisme et l'islam, je prends un truc tout bête qu'a très très bien compris Hegel dans l'insurrection et dans la subversion, je prends le cas de la femme adultère. La femme adultère, dans le conditionnement hébraïque des rituels religieux de ce qui fait naître le judaïsme, la femme adultère, elle est lapidée. C'est classique, c'est une appropriation. Dans le judaïsme, il n'y a pas de femmes, il y a que des mères. Si je prends par exemple les rituels coraniques, je retrouve, puisque le Coran finalement est un judaïsme modifié et transformé, la femme adultère, c'est pareil, elle est lapidée. Si je prends maintenant le christianisme, mais si je prends surtout le christianisme radical, qui n'a rien à voir avec l'Église ultérieure, si vous voulez, si je prends l'Église orthodoxe, si je prends l'Église catholique, c'est une institution du message subversif du Christ qui est récupérée à l'Empire romain dans sa phase de décomposition pour être désubvertie et pour permettre une codification de soumission. Il y a donc le christianisme des églises, mais il y a le christianisme radical. Le christianisme de l'origine, qui n'est pas une église, mais qui est une assemblée subversive de l'être. Et sur la femme infidèle, j'ai là, non pas la reproduction sous une forme ou sous une autre du code de la lapidation tel qu'on va le trouver chez les juifs, puis après chez les musulmans. J'ai au contraire l'insurrection totale avec la fameuse problématique que celui qui n'a jamais failli dans son comportement lui lance la première pierre. J'ai donc une opposition radicale entre le Christ, qui est une insurrection communiaire, qui est une insurrection de subversion, et qui appelle les hommes au réfractaire, au refus de la domination. Et de l'autre côté, des espaces religieux qui sont structurés sur la domination et sur la soumission. Dans le cadre de la communauté juive, comme dans le cadre de la communauté coranique, j'ai une communauté qui tourne autour des biens de ce monde et qui, puisqu'elle tourne autour des biens de ce monde, doit codifier des comportements juridico-religieux de soumission à la norme qui permet à la communauté de se reproduire. J'ai absolument pas une contestation subversive des biens de ce monde. La Houma a pour fonction, dans les codifications qui reproduisent la communauté juive, mais cette fois-ci d'une façon élargie, de bien gérer les biens de ce monde pour que le clément et le miséricordieux y retrouvent dans la codification de l'alliance les normes nécessaires à la reproduction des valeurs de l'échange matériel et de l'échange symbolique dans l'acte de religion qui fait acte de soumission au Créateur. J'ai pas du tout ça avec le Christ qui abolit les commandements,
qui abolit les hiérarchies, qui abolit toutes les codifications et les aliénations, qui rentre dans le temple de la marchandise et fout toutes les boutiques par terre en disant « Mais qu'avez-vous fait du souffle du divin ?» Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les compréhensions du divin, les compréhensions du religieux, les compréhensions de l'au-delà ne sont pas équivalentes. Entre le taoïsme et le bouddhisme, entre l'islam et le judaïsme, entre la pensée shinto et la pensée chamanique. Tout ça circule, mais j'ai, avec le Christ radical, quelque chose qui est radicalement au-delà. C'est pour ça que Engels, dans les textes sur le communisme primitif, fait immédiatement référence au christianisme primitif. Il y a dans les évangiles quelque chose que l'on ne trouvera jamais dans aucun autre texte. Il y a dans les évangiles cette pensée radicale que tous les commandements, que toutes les hiérarchies, que toutes les chefferies sont à foutre à la poubelle et que le seul souffle du divin, c'est l'amour de l'être, en l'être de l'amour, et c'est le fameux sermon sur la montagne, tu n'as à te soumettre à rien, vive l'insoumission universelle, dans l'être de l'incarnation de la puissance de l'être qui aime l'autre. Donc là, on a quelque chose de décisif, et c'est d'ailleurs pour ça que dans le fameux texte d'Engels, le Christ est positionné dans sa radicalité initiale comme un des jalons du communisme premier qui, dans l'histoire de la décadence romaine, qui, dans l'histoire des cultes païens en décadence, et dans l'histoire de la crise du monde juif à l'époque de la Galilée hellénisée, fait que le Christ est le premier jaillissement radical qui pose pratiquement et théoriquement l'au-delà de l'argent, l'au-delà du pouvoir et l'au-delà de l'aliénation. Il n'y a pas de mouvement ouvrier en Algérie tant que l'Algérie ne franchit pas le cap historique du développement des forces productives qui permettent la constitution même embryonnaire d'une classe ouvrière. Donc, ce qui fait qu'il y a une classe ouvrière en Algérie, c'est la colonisation française. Parce qu'il est évident que quand les Français débarquent à Sidi Ferruche en 1830 et que l'Algérie n'est qu'une province de l'Empire ottoman, dans le cadre du développement des forces productives des années 1830, l'Algérie, à l'époque, c'est une côte avec des enclosures commerciales et des enclosures urbaines. C'est le grand marché aux esclaves. Quand les Français vont débarquer en Algérie, on va libérer des esclaves. C'est-à-dire que la côte barbaresque, le marché aux esclaves, c'est bien évidemment tout le marché trans et subsaharien. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, on a été rasié des Noirs en Afrique subsaharienne et qui, par toutes les voies de la colonisation arabo-islamique, partaient vers le nord et partaient vers l'est. Donc, j'ai une économie de comptoir, j'ai une économie de razzia, j'ai une économie de prédation qui fonctionne sur ce territoire-là. J'ai des tribus arabes, j'ai des tribus berbères. Rosa Luxembourg, reprenant les textes de Marx, montre très bien la réalité de l'économie algérienne dans les années 1820-1830. Mais donc, c'est une économie qui s'apparente pleinement à ce qu'on appelle le despotisme oriental, c'est-à-dire le despotisme étatique et para-étatique de ce temps immobile où la propriété privée dynamique, comme on a pu la connaître au temps de l'Empire romain, n'existe pas. Les tribus ont encore un mode d'appropriation collective. Sauf que ce mode d'appropriation collective n'est pas communiste. Il exprime une très très longue dégénérescence du mode communiste premier. C'est pour ça que il faut toujours se rappeler que si Marx et Engels ont toujours fermement condamné les horreurs de la colonisation, et pas simplement en Algérie, mais partout. Parce que qu'est-ce que la colonisation telle que le Capital la met en marche dans les années 1830, 1840, 1850, de l'Algérie jusqu'à l'Inde et à la Chine, prédation anglaise, prédation française, ensuite en Afrique noire, prédation allemande,
l'acte de conquête coloniale est un acte de modernisation qui fait passer des territoires arriérés, immobiles, non capitalistes au capitalisme, Marx dit bien évidemment, vous avez d'ailleurs des textes de Marx et d'Engels sur Bugeaud, sur Abdelkader, ils ont suivi ça de très très près. Donc bien évidemment, ils condamnent la colonisation dans sa forme militaire et policière sanglante, mais c'est pas point, c'est virgule. Il y a derrière cela, et c'est ce que dit Marx pour l'échelle mondiale du monde, il y a quelque chose de positif, c'est qu'on fait rentrer des populations qui ne sont pas dans l'histoire. Et c'est pareil pour le prolétariat mondial universel. Du néolithique jusqu'à aujourd'hui, en 2016-2017, la marche historique du développement de la valeur d'échange est une horreur universelle qui a détruit des millions d'hommes dans le travail et dans la guerre, dans la souffrance, dans le sang et dans les larmes. Et le mode de production capitaliste, dans sa phase actuelle de dictature démocratique réalisée du capitalisme achevé, est la plus grande horreur que le monde ait connue. Sauf que cette horreur, qui est la plus grande horreur que le monde ait connue, elle a produit quelque chose d'essentiel qui s'appelle l'aliénation universelle. Et parce qu'il y a une aliénation universelle, il y a enfin, lorsqu'il y aura la crise terminale du procès de caducité de la valeur d'échange, la possibilité de produire le renversement universel de l'aliénation universelle. Ce qui n'était pas possible tant que le capital ne s'était pas fait économie monde, c'est-à-dire économie du monde de l'économie. Donc, la conquête, c'est bien évidemment quelque chose qui est condamné, parce que elle n'est pas condamnée en termes moraux, humanitaires, débiles. C'est pas la Croix-Rouge radicalisée. Elle est condamnée du point de vue historique, de la même manière qu'on condamne l'extermination des Indiens des plaines. Mais il y a une positivité radicale, et cette positivité radicale, c'est que Marx dit jamais ces territoires à temporalité immobile n'auraient pu, par eux-mêmes, sur la base du niveau de décomposition où en était la communauté première, arriver à une pensée radicale. Il était irrémédiable que ce temps immobile continue. Et d'ailleurs, Marx dit, si les canonnières n'étaient pas venues détruire l'empire du milieu, la Chine aurait stagné dans une infinie reproduction statique et le temps de l'histoire n'aurait été que le temps de la passivité indéfiniment reproduit. Donc, la positivité de la colonisation qui va faire naître une classe ouvrière, c'est que précisément des gens sortent de l'horizon étriqué du village oriental et de sa passivité endémique pour basculer dans l'histoire universelle. Et bien évidemment, au fur et à mesure qu'il va se créer une classe ouvrière algérienne, marocaine, tunisienne, le Maghreb rentre dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'au moment des luttes de libération nationale, qui sont la falsification supérieure du despotisme de la marchandise, sur la base des positions qui étaient celles de Rosa Luxembourg, qui sont celles de la vision communiste intégrale et intransigeante, le débat dans les années 60 en Algérie, c'était pas de savoir si on était pour le colonisateur français ou si on était pour la classe capitaliste FLN en formation. Le débat radical, c'était le débat que tous les groupes radicaux communistes ont pu avoir au cours de l'histoire. C'était à bas Paris, à bas Alger, à bas le FLN, à bas la colonisation, solidarité radicale de tous les prolétaires, le prolétaire qui vit à Oran comme le prolétaire qui est en France, ils sont issus d'une même ligne de classe historique, solidarité de classe contre tous les États, solidarité de classe contre toutes les classes capitalistes, à bas De Gaulle, à bas Boumedienne, à bas Pompidou, à bas le FLN, la ligne radicale, c'est à bas tous les partis, à bas tous les États. Donc, tous ceux qui sont rentrés dans une mouvance ou dans une autre pour défendre un capitalisme contre un autre capitalisme représentent l'imposture réactionnaire de la dictature de la marchandise en mouvement. C'est pour ça que la seule ligne de classe, la seule ligne de radicalité subversive qui dit la vraie révolution, c'est nous sommes prolétaires
membre de cette gigantesque aliénation universelle qui s'appelle le prolétariat universel. Notre seul lien pour produire l'émancipation humaine, c'est l'abolition de la condition prolétarienne. Donc, prolétaire d'Alger ou prolétaire de Paris, tu n'as qu'un seul ennemi, c'est la marchandise universelle, et ton ennemi est dans ton propre pays, c'est ta classe capitaliste. Et c'est ça le vrai enjeu, c'est ça la vraie ligne de radicalité, et c'est pour ça que les luttes de libération nationale ont été une des plus grandes impostures du XXe siècle. Justement, à propos de ça, hier, j'étais en train de feuilleter un petit peu les œuvres de Guy Debord, et je suis tombée sur une adresse aux révolutionnaires d'Algérie et de tous les pays, donc publiée à Alger en 1965. Et vers la fin, il a dit quelque chose, enfin, il y a eu ça. Je vais vous le lire. Vive les camarades qui, en 1959, dans les rues de Bagdad, ont brûlé le Coran. Vive les conseils ouvriers de Hongrie défaits en 1956 par l'armée dite rouge. Vive le mouvement étudiant Zangakuren du Japon qui combat activement le pouvoir capitaliste de l'impérialisme et celui de la bureaucratie dite communiste. Vive la milice ouvrière qui a défendu les quartiers du nord-est de Saint-Domingue. Vive l'autogestion des paysans et des ouvriers algériens. L'alternative est maintenant entre la dictature bureaucratique militarisée et la dictature du secteur autogéré étendue à toute la production et à tous les aspects de la vie sociale. Alors bon, si vous voulez, alors même s'il y a encore, si vous voulez, il y a encore, il y a encore des illusions sur l'autogestion. Bon, oui. L'autogestion, ça n'est rien d'autre que l'autogestion de la merde marchande. Mais si vous voulez, ça se vendait à l'époque comme une innovation moderniste. Mais bon, au-delà de ça, parce que bon, après ces textes-là, il y a eu des textes beaucoup plus creusés, beaucoup plus profonds, et il y a eu une récusation radicale de l'autogestion, puisque l'autogestion, c'est la gestion. Qu'est-ce que c'est ? Pardon ? Qu'est-ce que c'est, justement, fondamentalement ? Qu'est-ce que c'est que l'autogestion ? Voilà, le texte de Pierre Nashua est très très intéressant. Il remet les pendules à l'heure à ce niveau-là. Si vous voulez, le concept d'autogestion, quelque part, il renvoie à cette idée. Alors, il est posé historiquement quelque part sur une surdétermination qu'on pourrait rattacher à tout ce qui a été le néo-proudhonisme, le néo-bakouninisme, c'est-à-dire que c'est la fausse critique radicale. Il faut opposer toute la ligne radicale que Bordiga, que le groupe Bilan, ou que sur un autre registre, d'autres groupes ont pu avoir. La question du communisme n'est pas une question de gestion. La question de l'émancipation n'est pas une question d'administration. Alors vous avez des tas de gens qui se posent des questions sur, alors demain, comment seront prises les décisions dans la communauté nouvelle ? C'est un faux problème. Le sujet, il n'est pas là. Le problème essentiel de la rupture révolutionnaire, c'est la communisation. Et à partir du moment où, par la communisation, la rupture révolutionnaire abolit la valeur d'échange et abolit les catégories du capital, elle abolit, entre autres, les catégories de la division du travail. Il n'y a plus la tête et les jambes, il n'y a plus les chefs et les larbins, et il n'y a plus non plus la ville et les campagnes, puisqu'on abolit cette division entre la ville et les campagnes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autogestion, c'est la pensée la plus radicale du capital. Quand, par exemple, les anarchistes qui n'attaquaient pas l'État et qui n'attaquaient pas l'argent disaient le projet révolutionnaire, c'est la terre aux paysans, l'usine aux ouvriers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on gère notre merde. Les ouvriers gèrent leur usine et les paysans gèrent leur propriété foncière. Autrement dit, toutes les catégories du capital, tous les espaces matériels, tous les espaces symboliques du capital sont préservés, et la révolution, ce serait l'autogestion, l'auto-organisation de cette pétaudière. Or non, la révolution communiste, qui fait jaillir l'abolition de toutes les catégories de l'économie politique du capital, elle est d'abord communisation, en ce sens qu'elle abolit toutes les catégories du capital, et elle abolit
la surimportance factice donnée au problème de la gestion, de l'administration et de la direction. Donc, l'autogestion a pu, aussi bien en Algérie, pour faire emballage vis-à-vis des couches intellectuelles bobos de l'époque, où on a eu la même chose avec le titisme. On a eu la même chose avec l'autogestion yougoslave. On faisait croire qu'à partir du moment où les prolétaires exploités avaient un degré de participation à leur gestion en l'enfermement de leur aliénation et de leur exploitation, il y avait une positivité socialisante. Or, le problème, c'est que la question de la révolution, c'est pas la gestion des espaces, c'est la communauté du vivre. Donc, autogérer la merde du capital en la rénovant, en l'affinant, en l'adoucissant, en la rajeunissant, ça ne peut pas correspondre au projet radical. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que, de la même manière que Marx et Engels avaient, dès les années 1850-1860, radicalement condamné l'étatisation des forces productives en montrant que l'étatisation des forces productives créant le capitalisme d'État, étatise l'aliénation de la valeur d'échange, mais n'émancipe absolument pas le prolétariat. Ils avaient déjà fait une critique radicale de tout ce qui était subséquent au néo-proudhonisme en montrant que les coopératives, les réseaux de gestion ouvrière directe, c'était une imposture. Donc, à bas l'État, à bas l'argent, la problématique, c'est pas l'autogestion, c'est pas l'auto-administration, c'est l'émergence d'une communauté humaine mondiale, sans argent et sans État, qui se produit les conditions de reproduction, mais cette production, elle est liée à l'être générique, elle est liée au cosmique du déployé, c'est pas un acte séparé. Quand les hommes vont reproduire la naturalité de leur reproduction en produisant des fruits, des légumes, c'est pas un acte de gestion, c'est un acte de transmission générique et cosmique qui abolit toute idée de gestion. Si vous voulez, quand Marx, dans le manifeste du Parti communiste et ailleurs, il parle de la dictature de la classe prolétarienne. Est-ce que cette dictature-là ne passe pas nécessairement par les conseils ouvriers et la formation d'une sorte d'autogestion ouvrière, avant l'abolition de la classe ouvrière ? Alors, ce n'est pas une autogestion de la classe ouvrière, c'est ce que Marx appelle l'auto-organisation et l'auto-mouvement. Alors déjà, il faut toujours se souvenir que le manifeste est écrit dans les années 1840. Le manifeste est écrit dans les années 1840 en un temps qui correspond au regard de la méthodologie déployée par Marx et Engels pour la compréhension du devenir historique des forces productives de l'histoire, en deux temps. Il n'y a pas le mode de production capitaliste. Il y a le mode de production capitaliste dans son devenir, et ce devenir doit être périodisé. Le capital connaît deux temporalités, la domination formelle et la domination réelle. Et c'est décisif pour tout, parce que tout change à chaque moment selon que je suis en domination formelle ou en domination réelle. La domination formelle, c'est le temps où le capital n'est pas devenu lui-même, où il compose avec son antériorité et où il n'a pas produit le déploiement de sa maturité réelle. Il est déjà lui-même tout en n'étant pas hors lui-même. Et la domination réelle, c'est le capitalisme comme mode de production pur, entre guillemets, c'est-à-dire comme mode de production homogène, s'étant débarrassé de toutes les antériorités par lesquelles, effectivement, il a émergé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mode de production communiste, comme mode de production révolutionnaire de la communauté humaine émancipée, ça ne sera pas, il l'explique très bien dans l'idéologie allemande, une temporalité gradualiste de plusieurs siècles, parce que le prolétariat est déjà la force historique de l'histoire. Maintenant, présente et totale. La bourgeoisie, c'est rien du tout au XIe siècle. La bourgeoisie, ça commence à grossir au XIIIe siècle. Le devenir du capital, il lui a fallu, à partir du néolithique et à partir de l'émergence de la valeur d'échange, des siècles et des siècles pour pouvoir déjà, dans le cadre de la grande révolution
urbaine italienne des XIIIe siècle, faire jaillir le pré-capitalisme. Mais avant le XIIIe siècle et la révolution médiévale capitaliste des grands positionnements, Florence, Venise, etc., le capitalisme, il travaille embryonnairement en souterrain. Il va falloir, entre le XIIIe siècle et la révolution de 1789, plus de 6 siècles pour qu'on arrive à ce que, par exemple en France, ça a eu lieu un siècle plus tôt en Angleterre, à une formalisation sociale et politique clairement en mouvement de capitalisme. Donc tout ça a été très très long. Et donc, pendant des siècles et des siècles, le capitalisme a vécu en domination formelle. Et on atteindra la domination réelle quand l'impérialisme s'étant totalement approprié la totalité des espaces matériels et symboliques, le grand carnage de la guerre de 14 éclatera. Donc quand Marx, avec Engels, écrit le manifeste, dans les années 1840, on est en pleine domination formelle, et Marx sait que la révolution communiste n'est pas possible, puisque la révolution communiste n'est possible qu'en tant qu'elle est le processus de renversement dialectique du capital par le progrès qui produit le procès de caducité de la valeur d'échange. Donc, le prolétariat a émergé à partir du moment où la bourgeoisie a pris clairement le pouvoir dans ces années 1840, avec les grandes fractures, révolution de 1830, révolution de 1832, révolution de 1848, on marche vers la commune. L'Europe est constamment en situation d'incendie social, et il y a donc, par le manifeste communiste, la manifestation théorique claire, qui a une compréhension du sens de l'histoire, qui a une compréhension du mouvement réel de l'histoire, et que les minorités communistes radicales positionnent des axes d'intervention. Et à l'époque, puisque la révolution n'est pas possible, Marx soutient de manière critique le développement du capital, puisqu'il sait que le développement du capital, par ses accélérations, va aboutir à un moment donné à l'auto-renversement du capital. Et il pose la question de mesures transitoires, qui sont des mesures par lesquelles, puisque le prolétariat n'a pas encore la force de son autonomie radicale, d'appuyer les camps progressistes du capital qui permettent d'aller plus vite, croit-il, vers l'émergence de la domination réelle. Bon, bien après, des groupes radicaux, à la suite de Marx et de Engels, montreront que là, il y a quelque part une faille expositionnelle, parce que les mesures transitoires n'ont servi à rien, elles ne servaient à rien. Par contre, elles ont permis de possibiliser une opacité sur lequel les réformismes de la deuxième internationale et de la troisième internationale se mettront en mouvement en disant finalement il peut y avoir quelque part des étapes de transition qui ménagent le capital, etc., etc. Marx très vite va comprendre ça, et ce qui est très intéressant, c'est pas de lire le manifeste, mais c'est de lire les introductions successives par lesquelles, chaque fois qu'est republié le manifeste, Marx et Engels disent, là, au niveau de toute une série de mesures, de visions et de relations critiques à l'histoire, on est complètement dépassé par le développement de l'histoire, et tout ça, c'est à foutre à la poubelle. Donc, si vous voulez, à partir de là, dans le manifeste, à travers justement les préfaces, on bascule dans la guerre civile en France, qui est le texte radical de l'abolition radicale de l'État. L'État, dans la guerre civile en France, reprend, dans l'analyse qui en est faite, toute la position subversive de synthèse de l'idéologie allemande qui dit abolition de l'État, abolition du travail, abolition de l'argent. Dans la guerre civile en France, Marx dira le prolétariat parisien, par son insurrection de 1871, a montré qu'en aucun cas il n'est possible d'utiliser la machine étatique et que l'acte révolutionnaire de la dictature du prolétariat ne peut être que radicalement anti-étatique. Ce qui permettra après aux groupes radicaux, à la suite de Rosa Luxembourg, qui reviendront sur cette problématique-là jusqu'aux situationnistes, et tous les groupes radicaux des années 50, 60, 70, que la dictature du prolétariat, c'est la dictature anti-étatique des conseils ouvriers qui abolit l'argent, qui abolit la monnaie et qui abolit l'État.
Donc, on en vient là à cette réalité essentielle de la phase de transition. Bien évidemment qu'il y a une phase de transition entre le capitalisme moribond de la crise terminale et le communisme réalisé. Il y a une phase de transition qu'on peut quelque part appeler un communisme inférieur. Mais c'est un communisme qui est déjà du communisme parce qu'il abolit toutes les catégories du capital. Marx, dans la critique du programme de Gotha, reprend toute la subversion des préfaces aux rééditions du manifeste. Il reprend toute la radicalité de l'idéologie allemande de 1846. Il reprend toute la radicalité de la guerre civile en France 1871. Et dans la critique du programme de Gotha, il fait une critique radicale de la social-démocratie et donc du bolchevisme qui sera qu'une social-démocratie radicalisée, en montrant que la grande imposture de la gauche du capital, c'est de faire croire que la phase de transition serait dans le capital. C'est-à-dire que tous les raquettes politiques de la gauche du capital et de l'extrême gauche du capital disent on ne peut pas passer immédiatement au communisme. Il y a donc une phase de transition, et cette phase de transition, elle passe par le capitalisme d'État qui étatise et qui, en étatisant, prépare l'extinction de l'État. Bon, déjà, Marx et Engels, dans toutes les correspondances et dans tous les travaux qui ont lieu à partir de la critique du programme de Gotha, marquent la totale imposture de cette mesure-là, mais ils montrent surtout que la révolution communiste est communiste parce qu'au moment même où le prolétariat prend le pouvoir, il abolit le pouvoir, puisque la dictature du prolétariat est immédiatement une dictature anti-étatique qui abolit l'État. Et cette dictature anti-étatique est une dictature communisatrice qui abolit du même coup l'argent. Donc la phase de transition, c'est pas une phase où on autogère la merde marchande pour après la liquider, on la liquide tout de suite. C'est-à-dire qu'au moment même où les conseils ouvriers s'insurgent en 1956, et je vous renvoie là-dessus à mon dernier bouquin, Commentaire sur l'extrême radicalité des temps derniers, où j'ai montré, à travers la publication des textes des conseils ouvriers hongrois eux-mêmes, que dès que le surgissement révolutionnaire se met en marche, et d'ailleurs on l'a vu en 68 en France, est posée la question de la production, de la distribution, de la manière dont vont être aménagés et vécus les espaces de vie. Donc immédiatement, la grève sauvage qui détruit le pouvoir de l'État, qui détruit le pouvoir de la classe capitaliste, pose immédiatement la question du « mais que fait-on ? Comment s'organise-t-on ? Et qu'est-ce que nous organisons ?» Et on ne peut pas organiser la merde capitaliste dont on hériterait. On va organiser l'automouvement communisateur de ce dépassement. Alors certes, on ne va pas détruire du jour au lendemain ces gigantesques mégapoles pourries, la défense, des zones entières bétonnées, abominables, des structures urbanistiques qui ne correspondent pas à la vie humaine, mais qui correspondent à la concentration du capital. Il va falloir plusieurs générations pour les détruire. Nous allons détruire tout ce que le capital nous aura légué comme horreur aliénatoire, et puisque nous allons abolir la division du travail entre les villes et les campagnes, nous allons détruire les villes. Donc la première génération communiste, elle sera effectivement dans une étape de transition, puisqu'on n'aura pas détruit toute l'horreur du capital. Il va falloir des décennies pour assainir la biosphère et liquider toutes les horreurs urbanistiques et architecturales de la dictature du capital. Mais à la première seconde où il y aura eu la révolution, on sera déjà dans le communisme, même si ce n'est pas le communisme supérieur. Il y aura donc plus d'argent, il y aura donc plus d'échanges, et il y aura effectivement un rapport de radicalité qui fait que toutes les catégories aliénatoires de l'économie politique seront effectivement liquidées. Donc, ce gigantesque mensonge qui s'est construit à partir du bolchevisme, qui s'est construit à partir du léninisme, du stalinisme, du maoïsme et du trotskisme, qui a été repris par toute l'imposture des luttes de libération nationale, à savoir, il y a une étape de transition qui est en le capital. Et l'étape de transition qui est en le capital permet qu'un jour, dans 10 000 ans, on soit hors le capital.
c'est une imposture, c'est un mirage, c'est une aliénation, c'est une mystification. Et Marx, dans toute son œuvre et dans toute la projection méthodologique dont nous venons de parler, l'a parfaitement bien ciblée. La phase de transition est déjà dans le communisme. Pour rebondir sur le bolchevisme, justement, dans les manuscrits de 1844, Marx va poser une abolition de la propriété privée qui sera en fin de compte l'accomplissement de cette propriété privée en l'étatisant, enfin en la généralisant à toute la classe. Mais pas l'étatiser. Sans l'étatiser, c'est-à-dire qu'il parle d'une abolition pas encore positive et d'un communisme grossier qui fera qu'on vivra vraiment toute l'ignominie de la propriété privée à son apogée. Donc on a tort de voir en cette analyse le bolchevisme. Ah ben, si vous voulez, Marx n'a jamais varié. Alors Marx n'était ni un ange ni un dieu, il était comme vous, il était comme moi. Donc il était le plus grand critique de l'aliénation, mais en l'aliénation. Donc il y a des moments où vous comme moi et comme lui, on va faillir. Marx a une vision dialectique radicale, il comprend très bien que la crise du capital, c'est en domination réelle réalisée, et comme il a écrit le 6e chapitre du Capital sur la cybernétique et l'automatisme machinique du capital totalitaire qui ne naît qu'au XXIe siècle, il sait très bien que la révolution, c'est pour dans très très longtemps. Ceci dit, impatience narcissique, opacité méthodologique, orgueil de la posture, crise de 1857, il dit ça y est, ça vient, ça vient, ça vient. Donc, il est comme vous, il est donc comme moi, entre la vision objective radicale et parfois des émulsions à l'écume des choses où on croit que ça va arriver, il est pris dans un délire qui fait que, alors même qu'il sait que c'est pas possible avant des siècles, il dit ça y est, ça arrive. Donc, il faut bien comprendre que chez Marx, il y a parfois ce genre de choses. Maintenant, si j'en viens à la méthode, dans justement la quintessence de sa radicalité, il y a une invariance radicale sur l'essentiel. Le projet communiste, c'est l'abolition de l'État et l'abolition de l'argent. Si vous prenez la critique du programme de Gotha, c'est clair, c'est net, mais si vous prenez les textes de 1843, avant même les manuscrits de 44, par exemple la critique de l'État hegelien. Dans la critique de l'État hegelien, Marx est radicalement déjà préfigurativement anti-bolchevique quand il dit le surgissement de la communauté humaine émancipée, c'est une œuvre d'émancipation humaine, c'est pas une œuvre d'émancipation politique. Parce que l'émancipation politique, c'est toujours le passage à une aliénation politique supérieure. Tout à l'heure, nous parlions des luttes de libération nationale. Les luttes de libération nationale sont une des modalités de l'émancipation politique. Si je faisais grève à Oran en 1954 et que ma grève était dure, je me recevais un coup de matraque française. Si aujourd'hui je fais grève à Oran et que ma grève est radicale, je me reçois un coup de matraque algérienne. Je suis passé par l'émancipation politique à une classe capitaliste locale qui peut enfin elle-même exploiter son prolétariat. C'est pas une émancipation humaine, c'est une transformation dans l'aliénation de l'inhumanité. Et ça, c'est posé en 1843. En 1843, Marx dit « l'émancipation humaine est à rebours de l'émancipation politique ». Pourquoi ? Parce que la politique, c'est le séparer. Dans le communisme, il n'y aura pas de politique, il n'y aura pas d'économie. Le communisme est le moment où la communauté générique casse les clivages, les césures et les séparations. Il y a le produire générique de la vie émancipée, il y a le produire générique de la jouissance humaine en satisfaction radicale, il n'y a plus de politique et il n'y a plus d'économie. Donc, l'économie, qui suppose bien évidemment la politique qui suppose bien évidemment l'économique, sont les constituants du cercle vicieux de l'aliénation constamment reproduite. Donc, puisqu'il n'y a pas d'émancipation politique qui puisse être humaine, l'émancipation humaine est une émancipation anti-politique. Marx fait l'œuvre radicale de l'anti-politique. À bas la politique, à bas l'économie, à bas la gauche, à bas la droite, à bas tous les camps du capital. Et donc, quand dans les manuscrits de 1944, il positionne l'abolition de la propriété privée, d'ailleurs le terme n'est pas très bien traduit, parce que c'est
l'abolition de l'appropriation privée. Mais l'abolition de l'appropriation privée, qui abolit la propriété privée, abolit aussi la propriété d'État, puisque la propriété d'État est une forme de l'appropriation privée. Le jour où l'État FLN s'est mis en mouvement, le jour où l'État castrice s'est mis en mouvement, le jour où l'État Viet Cong s'est mis en mouvement, derrière la formation de l'apparaître, pour parler en termes hegéliens, de l'appropriation d'État, j'ai en fin de compte une appropriation privée, puisque c'est la caste étatique, c'est la nomenclatura de la nouvelle bourgeoisie qui se l'approprie d'une manière privée. La rente pétrolière algérienne, elle est appropriée privativement par la bureaucratie FLN. Donc même les appropriations d'État sont en fin de compte des appropriations privées, parce que dans l'appropriation d'État, j'ai une appropriation de classe en l'État. Et puisque j'ai une appropriation de classe en l'État, j'ai l'exploitation pour le prolétariat et les rentes de l'exploitation pour la bureaucratie qui devient la nouvelle classe capitaliste. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plus grande critique radicale de l'État, elle est chez Marx, elle n'est pas chez les anarchistes. Et la grande opposition Marx-Bakounine, il faut la reposer dans les termes exacts du concept et de la crise radicale que Marx positionne comme présupposé obligé de l'abolition de l'État. Ce qui oppose Marx et Bakounine, ce n'est pas l'abolition de l'État. Ce qui oppose Marx et Bakounine, c'est que Marx dit Bakounine n'a rien compris à ce qui fait l'État. L'État n'est pas une structure autoritaire comme ça qui se balade dans l'espace. Et on n'abolit pas cette structure qui serait l'autorité. Le mouvement anarchiste dit souvent nous sommes anti-autoritaires, nous refusons l'autorité, nous voulons abolir l'autorité. L'État n'est pas une structure autoritaire qui se balade et qui aurait sa logique en elle-même. L'État est le produit d'une grande dynamique aliénatoire qui résulte de la valeur en mouvement à partir des échanges néolithiques. L'État intervient en tant que sphère politique pour tenir la sphère économique à partir du moment où il y a une sphère économique éclatée, divisée, scindée par des affrontements sociaux et par des affrontements de classe. L'État est la synthèse qui vient relier ce qui est brisé, ce qui est délié et ce qui est en scindement universel. Donc, à partir du moment où Marx comprend ça, il dit à Bakounine, mais on ne peut abolir l'État que par la communisation. C'est précisément parce qu'on tue la dynamique aliénatoire de la valeur d'échange en mouvement que l'abolition de l'État prend son sens. Donc, les anards, ils sont apolitiques. C'est pour ça qu'ils vous parlent d'une révolution en Espagne où la CNT avait des ministres, parce que précisément, puisqu'il y avait des ministres dans l'État, l'État n'était plus mauvais. Sauf que même avec les ministres de la CNT en l'État, finalement, les barricadiers, les insurgés, ceux qui sur le terrain se battaient pour la communisation et l'abolition de l'argent, ont été écrasés par la gauche du capital avec la complicité des ministres de la CNT. Marx, lui, est opératoirement dans la stratégie réelle qui va à la matérialité objective du contenu de la chose qui est posée, et il dit, il répète, c'est parce qu'il y a l'abolition de l'argent dans la radicalité du mouvement subversif qui a effectivement la possibilité radicale d'abolir l'État. Et c'est parce que la révolution est anti-économique qu'elle peut être anti-politique. Pour repositionner un petit peu notre époque dans ce contexte-là, Marx, dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, il dit quelque chose de très intéressant pour rejoindre Hegel quant à la vérité qui n'émerge qu'à un public mûr et qui ne peut apparaître que lorsque le public sera mûr. Il dit « Les révolutions prolétariennes paraissent n'abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces de la terre et se redresser à nouveau formidable en face d'elle, reculent constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leur propre but, jusqu'à ce que soit créée enfin la situation qui rende impossible tout retour en arrière. » Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit un peu la masse prolétarienne mondiale, quand on regarde les images du Black Friday, quand on voit les gens se précipiter dans les temples de la marchandise, se piétiner, s'écraser, parfois il y a des morts. Donc, est-ce que dans ce climat-là, ce
qui est vraiment possible, ou est-ce qu'on est au paroxysme vraiment de l'aliénation? Est-ce qu'après ça, la seule possibilité, c'est vraiment la prise de conscience générale? Alors, votre question, elle est importante parce que elle renvoie à la fois à Hegel dans la phénoménologie, et elle renvoie à la fois à Marx dans l'idéologie allemande. Et finalement, je dis toujours à la fois à mes patients et à mes correspondants, il faut de la phénoménologie de l'esprit passer à l'idéologie allemande, et de l'idéologie allemande, à partir de là, basculer dans la science de la logique, puis à partir de la science de la logique, comprendre toute la problématique des manuscrits de 44. Il y a deux choses à poser. Le prolétariat n'est pas une réalité sociologique et la révolution n'est pas une réalité psychologique. Le prolétariat n'est pas une catégorie sociologique. Il y a toute une bande de clowns universitaires qui, dans les années 70-80, vous disaient le prolétariat a disparu parce qu'en Europe, les blouses bleues et les mains noires disparaissaient sociologiquement et que, à la fois par la cybernétique du capital que Marx avait parfaitement bien prévu et par les délocalisations, il y avait effectivement toute une série de fermetures, les hauts fourneaux, la sidérurgie, etc. Donc, la catégorie sociologique universitaire du crétinisme de la marchandise, classe ouvrière, avait disparu. Ça n'a aucun rapport avec le prolétariat. Le prolétariat, c'est l'ensemble de l'humanité asservie à la prostitution universelle du salariat obligatoire. Et donc, Marx a très bien compris, notamment dans le chapitre inédit, le fameux 6e chapitre, que puisque par les lois constitutives de la baisse du taux de profit, le capital était constamment amené à produire le grand automate impersonnel de la cybernétique et de l'informatique du capital, il y avait effectivement une transformation radicale du prolétariat. Donc le prolétariat tel qu'il existe aujourd'hui et qui effectivement regroupe 90% de l'humanité, c'est-à-dire toute cette humanité qui est dessaisie de son essence et qui n'a aucun pouvoir sur son existence, puisqu'elle est assujettie à la vente de sa vie, c'est le prolétariat universel comme catégorie historique. Ce prolétariat universel comme catégorie historique, tant que la crise terminale n'a pas effectivement fait jaillir les prodromes de son surgissement, elle est liée par la catégorie de l'aliénation des manuscrits de 44, qui trouve précisément son essor méthodologique le plus accompli dans la catégorie du fétichisme de la marchandise. Donc, il y a encore quelques générations, on avait encore un rapport plus ou moins opaque à la naturalité, mais on n'était pas l'homme total de la cybernétique du capital, c'est-à-dire ce que Marx a anticipé quand il a parlé de l'homme réifié, de l'homme chosifié. Puisque aujourd'hui, nous sommes dans la domination réalisée du capital dans sa phase terminale. Nous sommes dans la domination réalisée de l'abrutissement anti-humain dans sa phase terminale. Donc, les phénomènes de délire sur les soldes, tous les phénomènes de délire, il n'y a pas que les soldes, il y a la sexualité, il y a la bouffe, il y a le sport. L'homme aujourd'hui est totalement un hors-sol de l'être générique. L'homme aujourd'hui n'a plus qu'une apparence d'humanité, puisqu'il est devenu la simple carcasse du temps aliénatoire de la dictature universelle de la marchandise démocratique. Donc, on n'a jamais eu autant d'hommes abrutis en termes de qualité d'abrutissement et en termes de quantité dans la diffusion de cet abrutissement sur des millions et des millions de sujets humains décérébrés et déshumanisés. Donc, cette compréhension historique, à travers domination formelle, domination réelle, elle est décisive. Donc, il n'y a jamais eu autant d'aliénation, il n'y a jamais eu autant d'abrutissement, parce qu'on est au paroxysme de la conscience fausse dans justement ce mouvement d'extériorisation de la contradiction, valorisation, dévalorisation. Mais dans le même temps, comme on est au maximum de cette contradiction dans le cadre de ce que Marx a montré justement dans le 6e chapitre, on est au moment où le capital a à la fois l'homme le plus abruti, enfin construit, mais la dialectique du capital, c'est pas la relation de la marchandise inerte à l'homme abruti. Ce sont les lois de développement des forces productives aliénatoires
Et là, on en revient à la matrice globale du capital sur travail vivant, travail mort, baisse du taux de profit, incrément de valeur, et on en revient aux lois objectives de l'impossibilité pour le capital de pouvoir continuer à se possibiliser dès lors que la contradiction entre le travail vivant et le travail mort est telle que tout le développement des antinomies constitutives de sa valorisation en le procès de la valeur d'échange deviennent impossibles. Donc on est entré, certes, dans le plus grand abrutissement humain qu'on n'avait jamais vu, mais dans le même temps, on est entré dans la phase de la plus grande contradiction entre ce qui fait la possibilité du capital et ce qui fait son impossibilité, étant compris que c'est ce qui le possibilise qui va l'impossibiliser. Donc on est en train d'entrer dans les points les plus tendus, dans les points les plus méticuleusement impossibles de la possibilité du capital. Donc à partir de là, l'abrutissement, le désabrutissement, ce ne sont pas des données psychologiques qui renverraient à l'éducation, à la compréhension. Les gens ne vont pas d'un seul coup comprendre parce qu'on leur explique. Les gens vont comprendre parce que dans l'objectivité historique de ce qu'est la classe comme réalité historique, il va y avoir une réalité historique de renversement de la conscience. Les gens sont abrutis parce que dans la dictature démocratique de la conscience fausse, les assises matérielles de la conscience fausse sont enfin arrivées au point où leur reproduction est le tout du monde. Leur reproduction est le tout du monde. Aujourd'hui, on peut acheter des bébés sur Internet, le sperme est une marchandise, l'ovule est une marchandise, tout a été marchandisé jusque dans les émotions existentielles les plus intérieures de l'être. Donc l'homme est véritablement l'homme marchandise. Mais précisément parce que le capital a tout conquis, il est arrivé au point où son apogée est son périgée. Puisqu'il a tout conquis, il est extrêmement puissant, il est extrêmement fort, mais il est entré dans le point de sa plus grande faiblesse. Et cette faiblesse, c'est que précisément la conscience fausse, qui n'est pas une donnée psychologique collective, la conscience fausse, c'est une donnée historique totale. La conscience fausse, il faut comprendre Hegel, il faut comprendre Marx, c'est ce qui résulte idéologiquement de la matérialité du capital comme mode de production et de reproduction de l'entité absolue du vivre humain. Donc, à partir du moment où la crise du mode de production capitaliste, en tant que contradiction, valorisation, dévalorisation, va voir les assises matérielles de ce qui produit la conscience fausse se rendre impossible à elle-même, la conscience fausse va se dissoudre elle-même. Qu'est-ce qui se passe en mai 68 ? Mai 68, c'est quelque part le grand prologue de ce qui va survenir quand la crise terminale, dans les décennies qui viennent, va exploser. 68, c'est une toute petite crise à un moment où le chômage a doublé, à un moment donné où toutes les restructurations issues des 30 Glorieuses sont en train de s'invalider, et des millions de gens qui, en 67, malgré leur malaise, malgré leurs inquiétudes, malgré leurs incertitudes, se posaient des questions, demeuraient soumis. Et 68, parce qu'il y a une accélération de la temporalité crisique, voit des dizaines de millions de gens qui, même inquiets, demeuraient passifs, se mettre à bouger dans une activité critique de parole, de transformation, d'imagination, de rencontre. Alors bien évidemment, on est en 68 et on est très loin de la crise terminale. C'est une crise d'adaptation qui va permettre au capital de repartir encore plus fort, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, chaque fois que effectivement l'histoire craque, mais qu'on n'est pas arrivé à la grande craquelure, le mode de l'aliénation se renouvelle, se renforce et se modernise. Mais ce qu'on a vécu en 68 sur une courte période, ça nous permet de comprendre d'une manière extrêmement claire ce qui se passera au moment de la crise terminale sur une longue période. Les gens en 68, dans la spontanéité de l'automouvement de la matérialité de leur vie quotidienne, sont passés de la conscience soumise fausse à la conscience insurrectionnelle, vraie et critique. C'est la matérialité de la situation qui a fait bouger la conscience. Parce que la conscience, c'est jamais la conscience. C'est la conscience de quelque chose.
Et notre conscience, c'est la conscience de notre situation sociale, de notre situation affective, de notre situation amoureuse, de notre situation historique. Nous sommes la conscience du mouvement de notre existence. Et puisque le mouvement de notre existence a résonné dans le capital et a résonné dans la conscience fausse, il est normal que vous ayez effectivement tous ces abrutis qui se précipitent au moment des soldes. Mais le jour où ça va craquer, les mêmes abrutis qui se précipitent au moment des soldes seront dans une situation où la conscience de leur expérience sera dans le craquet de ce qui fait la reproduction de l'assise matérielle. Donc la révolution, c'est pas le moment où les abrutis qui vont dans les soldes changent, c'est le moment où les abrutis qui vont dans les soldes changent parce que la matérialité de leur expérience quotidienne s'effondre. Et la quotidianité du capital qui rentre en crise, c'est la quotidianité du spectacle des perceptions qui entre en crise. Donc même le type le plus aliéné, même le type le plus abruti, dans la gigantesque craquelure des matérialités de son quotidien, il est amené à se poser des questions. Et c'est pour ça que Marx, dans l'idéologie allemande, dit il existe un moment où les hommes sont contraints de se poser des questions qu'ils ne se posaient pas auparavant. Donc, sachant qu'aujourd'hui, en fait, nous vivons dans la société du spectacle, toute vie, de la plus modeste à la plus extravagante, n'est plus vécue en authenticité, mais en mystification. Est-ce que l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, elle constitue l'abstraction, enfin la réalisation de l'inversion hegelienne? L'abstraction de l'homme vivant au profit des spéculations économiques et philosophiques. Et en cela, est-ce qu'elle ne risquerait pas, le moment venu, de faire de la pratique même, de la révolution même, à la manière feuerbachienne, une abstraction? Alors, si vous voulez, l'homme contemporain est l'homme aliéné, le plus aliéné que l'histoire humaine ait jamais connu. À partir du moment où, au néolithique, l'homme perd la communauté immanente de son être générique, il s'aliène. Il devient alienus, il devient autre à lui-même. Hegel parle de l'étrangéité. Il est dans l'étrangéité à lui-même. Mais il est évident que tout le temps de la domination formelle du capital, même s'il a constitué une humanité aliénée, n'a pas constitué une humanité aliénée au point où la dépossession qui résulte de l'aliénation aurait produit l'anti-humain. Pendant des siècles, j'ai des humains aliénés, mais qui demeurent quelque part encore génériquement des humains. Ils sont des humains aliénés. Et ils sont des humains aliénés dans la catégorie historique qui fait que ce sont des humains aliénés, mais dans leurs émotions, dans leurs imaginaires, ils demeurent des humains. Ce que Marx, à la suite de Hegel, alors il faut bien comprendre que Hegel, il saisit les grandes armatures, mais il saisit les grandes armatures dans le champ du temps napoléonien, qui est le temps qui résulte des grandes fractures de 89, réagencées, remodifiées dans l'expression de la révolution bourgeoise démocratique. Donc, Hegel voit beaucoup de choses, il va même jusqu'à percevoir dans certains textes le mouvement naissant du prolétariat, mais il ne peut pas avoir la plénitude de compréhension de la matérialité objective qu'aura Marx, parce que Hegel est l'homme de son temps, comme Marx est l'homme de son temps, comme nous sommes les hommes et les femmes de notre temps, et pour saisir la radicalité subversive définitive qui surgit par le prolétariat, il ne fallait pas écrire à l'époque de Napoléon, mais il fallait effectivement écrire à l'époque des barricades de juin 48. Donc, Marx accomplit Hegel en le renversant dans le cadre d'une subversion totale antipolitique, puisque Hegel aboutit à l'état rationnel, alors que Marx aboutit à l'abolition de tout État. Mais cette problématique-là, elle nous permet de comprendre que Marx, qui est ce point de jonction radical, les présocratiques, Hegel, toute la matrice des luttes de classe,
Marx saisit que l'on va vers l'anti-homme. On va vers l'anti-homme, on va vers la structure automate cybernétique du capital qui n'est plus une aliénation qui s'assujettit à la naturalité de l'homme, mais vers une aliénation qui invertit la naturalité de l'homme. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on prend conscience des délires de tout ce qu'est le transhumanisme, on voit à quel point Marx a une vision géniale et absolue, parce qu'il a compris que le mode de production capitaliste était le premier mode de production aliénatoire, qui non seulement ne voulait pas simplement dominer l'homme, mais qui voulait transformer l'homme. C'est-à-dire que de l'Empire romain jusqu'à Philippe le Bel, et de Philippe le Bel jusqu'à Turgot et Necker avec Louis XVI, j'ai des mécanismes d'aliénation, d'exploitation, d'extorsion, de domestication, mais ce sont des systèmes qui veulent encore que l'homme soit un homme, puisque l'objet de ces structures, c'est d'aliéner et d'exploiter l'homme. Là, on est passé dans une métamorphose alchimique capitaliste qui veut désubstantialiser la naturalité pour la réécrire en chosification et en réification. Donc, l'objet du capital est bien la réification. Autrement dit, l'aliénation capitaliste est une aliénation de forme supérieure qu'on pourrait appeler l'extranéisation radicale. L'extranéisation radicale en ce sens que l'homme est désincarné de son incarnation. Et puisque l'homme est désincarné de son incarnation, l'homme va jusqu'à oublier l'être de son être dans justement cette totale dépossession. Dans les manuscrits de 44, il y a quelque chose d'extrêmement important. Par l'aliénation du capital, l'homme est dessaisi de son propre saisir. Ça, c'est la grande novation démocratique de la valeur d'échange en mouvement. C'est la dictature absolue de la valeur d'échange, liberté circulatoire infinie, égalité des valeurs d'échange sur le marché et fraternité aliénatoire absolue. Liberté, égalité, fraternité. Le triptyque absolu de la vampirisation satanique de la marchandise qui transforme l'homme, puisque l'homme n'est plus simplement un homme qui produit des marchandises, il est un homme marchandise qui se produit comme marchandise humaine et qui fait que l'intégralité de ses voluptés, de son érotisme, de sa conscience, tel que cela constitue l'être générique, est nié. C'est pour ça qu'il y a une formule clé dans les manuscrits de 44, le communisme est un naturalisme achevé. Mais si le communisme est un naturalisme achevé, qu'est-ce que la démocratie réalisée du capital ? C'est l'antinaturalisme achevé. Il y a autre chose aussi par rapport à Hegel. Lorsque Marx critique la pensée politique d'Hegel, il parle donc d'inversion. Voilà. Donc, pardon ? Oui, je dis voilà, c'est ça. Donc, il fait de l'État le vrai présupposé. Je vais faire marcher la dialectique hegelienne sur ses pieds alors qu'il l'a fait marcher sur sa tête. Oui. Donc, quand il fait de l'État le vrai présupposé de la société et de l'idée le réel effectif en lieu et place du peuple. Voilà. Lorsque nous, aujourd'hui, on plonge dans la science de la logique, par exemple, sachant que même du mot logique, on n'a plus la même acception, maintenant que la logique formelle a vraiment colonisé tout le réel scientifique, comment est-ce qu'on peut échapper au mysticisme logique, à l'inversion idéaliste ? Alors, si vous voulez, il y a deux logiques. Il y a la logique scientifique du quantum dictatorial de l'obscurantisme. Hegel fait une critique radicale des mathématiques. Je ne sais pas si vous avez vu dans la science de la logique et dans la phénoménologie de l'esprit, il y a une critique radicale des mathématiques, quelque part, qui rejoint ce que dit Bordiga, quand Bordiga dit « à bas la science est le pire des obscurantismes ». Qu'est-ce que la science ? La science est un savoir. La science est un savoir extrêmement efficient, puisque c'est la dictature de la valeur d'échange en mouvement qui, à partir d'expériences reproductibles en laboratoire, trouve la pertinence de rentabiliser l'espace adéquatement à la dictature du quantum.
Dans la science, il n'y a pas de qualitativité, ou plus exactement, quand la science parle de qualitativité, c'est par rapport au diktat du quantum. Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de science humaine? Il ne peut pas y avoir de science humaine parce qu'il y a quelque chose chez l'homme qui s'appelle l'intentionnalité radicale. Je peux bâtir un savoir scientifique aliénatoire pour rentabiliser les plantes, parce que les plantes ont un mouvement inerte de reproduction sans intentionnalité. C'est ce que montre d'ailleurs Hegel quand il parle de la fleur dans la phénoménologie de l'esprit. La fleur se reproduit à l'infini du mouvement des fleurs, et la fleur n'a pas d'histoire. La fleur a un mouvement, mais elle n'a pas d'histoire. Et quand on vous parle d'histoire des espèces, ou quand on vous parle d'histoire des végétaux, on entend par là que l'homme retrace le mouvement de ces espèces en fonction du mouvement naturel qui est le leur, et en fonction des paramètres de transformation qu'il y a apportés, par la manière dont lui, dans son espace social, les a pris, reposés, recomposés. Mais à l'état premier, dit Hegel, la nature n'a pas d'histoire. La nature n'a pas d'histoire. Et c'est parce que la nature n'a pas d'histoire que la science, qui est la science du quantum dictatorial de la valorisation des espaces, peut produire un savoir scientifique, c'est-à-dire un savoir de reproduction inerte. La science élabore des hypothèses, elle les expérimente et elle les valide parce qu'au bout d'un certain nombre de quanta reproductibles, elle peut dire c'est vérifié, ça marche. Et ça marche dans la dialectique de la valeur d'échange, de la rentabilisation. Il ne peut pas y avoir de science en matière d'histoire, et donc de science en matière humaine, parce que le substrat radical de la phénoménologie historique de l'esprit humain, et en termes individuels et en termes collectifs, c'est l'intentionnalité. Et l'intentionnalité fait que le devenir humain change à chaque seconde. La société algérienne, la société française, au moment même où on parle, dans le cadre de la baisse du taux de profit, dans le cadre de la décomposition économique et sociale, voit jour après jour l'État FLN s'effondrer progressivement et l'État de la Ve République française s'effondrer progressivement. Tout le monde attendait Juppé et finalement on a Fillon. Dans la structuration de la crise du capital, tout s'érode, tout s'use, tout se positionne en filaments décrépits. À chaque seconde, ça bouge. Et à chaque seconde, il y a de l'intentionnalité en mouvement en termes d'aliénation ou en termes de contre-aliénation. Donc il y a une science physique, chimique, du capital, des rendements spatiaux à rentabiliser. Il n'y aura jamais de science de l'histoire humaine, parce qu'à chaque seconde, l'intentionnalité humaine qui produit du nouveau, dans la contradiction aliénation-désaliénation, rend impossible l'équation d'une reproductibilité inerte, propre justement au monde de la non-histoire de la nature. Donc ça, c'est le point premier en méthodologie qui est décisif. Et après, à partir de là, c'est la compréhension du moment où la dialectique hegelienne se sépare de la dialectique marxienne. Alors, je fais exprès d'employer une formule qui n'est pas bonne. Il y aurait une dialectique hegelienne et il y aurait une dialectique marxienne. Comment se séparent-elles? Finalement, elles se séparent parce qu'elles ne se séparent pas, et elles ne se séparent pas parce qu'elles se séparent. Quand Marx dit qu'il renverse la problématique hegelienne, il renverse la problématique hegelienne, non pas pour la dépasser, virgule, mais pour la dépasser, virgule, dans un acte de conservation. Dans un acte de conservation. Et il faut toujours se souvenir que Marx, entre les Grundrisse et le Capital, n'a pas cessé de buter sur la forme apparaître, sur la forme essence, sur la forme concept. Il est revenu là. Il est reparti là. Constamment, il y a eu un bouillonnement dans la difficulté des contradictions historiques qui font la dialectique productive des forces productives de l'histoire. Et c'est parce qu'il a retrouvé un exemplaire de la science de la logique de Bakounine, il l'écrit à Engels, que d'un seul coup, il a eu le tilt phénoménologique
la vérité s'inscrit en apparence, qui permet de cadrer toutes les problématiques du capital. Je ne sais pas si vous êtes rentré dans le Capital, mais à un moment donné, par exemple, Marx montre que le prix et la valeur, ce n'est pas la même chose. La valeur, c'est la substance de travail humain qui cristallise le temps de travail social nécessaire à la réalisation d'une marchandise donnée dans l'essence et dans le fondement de la génération productive de sa situation. Mais au-delà de cette production, la marchandise ensuite va sur le marché. Et sur le marché, elle s'échange à un prix. Dans une vision statique propre, par exemple, à l'économie politique, on pourrait dire que le prix, c'est la forme que prend la valeur. Non. Dans le cadre justement de la dialectique, de la phénoménologie de l'esprit et de la science de la logique, Marx montre qu'il y a une essence qui est la valeur, et que cette essence qui est la valeur va se matérialiser dans le prix, mais qui n'est pas simplement l'extériorisation de la valeur, mais qui est la manifestation des contradictions de la valeur. Donc, Marx a bien repris la totalité de ce qu'on appellerait le substrat dialectique hegelien, mais il le reprend d'une manière subversive en faisant un incendie généralisé qui n'a pas de fin dans la subversion infinie du monde. Quel était le gros péché hegelien ? Le gros péché hegelien, c'est qu'à un moment donné, Hegel décidait abruptement d'arrêter la mécanique. Tout est devenir dans une dialectique contradictoire de l'infini, et à un moment donné, c'était réalisé quelque part, et je vous renvoie au principe de la philosophie du droit, la forme parfaite de l'état rationnel. Hegel, universitaire arrivé, dans le cadre de ce qu'était la monarchie prussienne, considérait que la monarchie prussienne à laquelle il assistait en forme phénoménologique d'incarnation historique était la forme parfaite de l'état rationnel. Et Marx dit, mais ça s'arrête. Oui, ça s'arrêtait. Le devenir dialectique des forces productives s'arrêtait dans une coagulation étatique qui n'était pas humaine puisqu'elle était politique et qui était même anti-humaine puisque le politique c'est l'anti-humain et que l'humain doit être antipolitique. Donc, Marx ne dit pas simplement que Hegel s'est trompé. Il dit que Hegel s'est trompé parce que justement, il a idéalisé la rationalité dans une forme conceptuelle qui, à un moment donné, a décroché de la matérialité objective de l'histoire. Donc, à un moment donné, où plein de gens laissaient plus ou moins tomber Hegel sous le prétexte que Hegel avait abouti à une forme étatique réactionnaire, il faut voir tout le débat Bauer-Feuerbach avec ce qu'on appelait les jeunes hegeliens, les hegeliens de gauche, Marx dit, mais non, Hegel, c'est un missile qui est gigantesque, et je reprends l'expression de missile, parce que l'expression de missile est l'expression que Marx va lui-même employer pour définir sa critique radicale dans le Capital. C'est parce qu'il y a le missile Hegel qu'il y a le missile Marx, c'est parce qu'il y a le missile Hegel au regard du mouvement réel, de l'histoire réelle des luttes de classe qui commence à apparaître, qu'il y a le missile Marx au regard du mouvement réel des luttes de classe, enfin matérialisé dans la définition possible et authentique du projet communiste absolument radicalisé. Donc, cette relation Hegel et Marx, elle est décisive, et on pourrait même aller plus loin en disant que finalement, c'est Marx qui a accompli Hegel, parce que Hegel, en produisant l'hegelianisme, a tué sa propre méthode. Quelque part, le point d'arrivée de Hegel est contradictoire à sa méthode. La méthode hegelienne est radicale, elle est positive, elle est subversive, mais à partir du moment où elle se déconnecte de la matérialité historique des forces productives pour se conceptualiser idéalement sur une rationalité qui va aboutir à l'état rationnel, elle se plante et elle se désajuste de son propre parcours. Et c'est parce qu'elle se désajuste de son propre parcours en un temps où la lutte des classes n'avait pas produit toute son efficience, qu'elle ne peut renaître qu'au moment où cette efficience, par Marx, est comprise en tant que Marx n'a rien inventé, il est l'expression simplement la plus aboutie des luttes de classe. Donc Marx peut reprendre Hegel, et il n'y a que Marx qui pouvait reprendre Hegel, parce que
pour que Hegel soit repris d'une manière radicale, il fallait qu'il soit remis sur le terrain de la réalité, de l'incarnation objective de l'histoire vraie, la lutte de classe intransigeante et totale contre l'État et contre l'argent. Oui, donc moi ce que je voulais dire aussi, qu'il y avait une phrase qui m'avait, dans la critique du droit politique hegelien, bon ça c'est avant le miracle, Marx dit « Hegel n'est pas à blâmer parce qu'il présente l'essence de l'État moderne telle qu'elle est, mais parce qu'il donne ce qu'elle est pour l'essence de l'État. » Voilà. Mais ça, si vous voulez, alors ça, c'est les renversements de générique qui sont propres à Marx et qui sont d'ailleurs propres à Hegel. On retrouve la même chose quand, par exemple, vous voyez le surgissement de la critique proudhonienne, enfin, la critique marxienne de Proudhon, misère de la philosophie, philosophie de la misère. C'est la problématique du renversement dialectique, c'est-à-dire qu'il y a une vision aliénatoire philosophique chez Hegel qui précisément prend le déterminé pour le déterminant et le déterminant pour le déterminé. Il faut d'ailleurs comprendre la base méthodologique de cette perception quand Marx dit le prolétariat par son auto-abolition abolit la philosophie et la philosophie par son auto-abolition vient signaler l'auto-abolition du prolétariat. C'est-à-dire que la philosophie hegelienne est la plus grande philosophie qu'on ait connue, puisqu'elle reprend toute la philosophie mondiale et qu'elle l'abolit. Sauf qu'elle ne l'abolit encore qu'en tant qu'elle demeure une philosophie. Donc, puisque la philosophie hegelienne est la dernière philosophie, et qu'elle a tout compris, et qu'elle a tout vu, mais encore du point de vue philosophique, il fallait que Marx vienne abolir la philosophie hegelienne du point de vue de la révolution humaine. D'accord. Donc en fait, s'il oppose la mystification hegelienne donc à une sorte de conservatisme mystificateur, il va lui opposer la révolution, donc l'abolition de l'État au lieu de la transformation de la forme logique en l'État. C'est ça. Si vous voulez, au bout de la logique hegelienne, au bout de la logique hegelienne, j'ai l'État hegelien, et si je lis les principes de la philosophie du droit, je lis toute l'histoire de l'aliénation humaine, de telle sorte qu'au bout, dans une synthèse qui se veut la plus élucidatrice possible, Hegel nous dise « J'ai enfin l'état de la liberté ». J'ai l'état de la liberté. Au bout de toute l'histoire de ces états imparfaits, de ces aliénations successives, de ces déchirements, de ces exploitations, de ces pesanteurs, de ces domestications, la modernité du temps présent qui invalide toutes les antériorités aliénatoires permet l'état rationnel, l'état de la liberté. Marx renverse ça en montrant d'abord que la liberté, c'est l'esclavage, c'est du pré-Orwell et c'est méthodologiquement posé, parce que qu'est-ce que la liberté ? C'est la liberté de la valeur d'échange en mouvement. Dans la communauté, le principe organisationnel, c'est pas la liberté, c'est l'être. Je ne deviens pas un humain épanoui parce que je suis libre de faire ce que je veux. Ça, c'est l'atome narcissique de la valeur d'échange qui se répand sur le marché des aliénations et des représentations dans le caprice pathologique du narcissisme déambulatoire. La communauté émancipée, c'est pas le triomphe de la liberté, c'est l'abolition de la liberté en tant que catégorie aliénatoire de la rationalité des domestications. Dans le communisme, il n'y a pas de liberté, il y a l'être. L'homme s'épanouit, la femme s'épanouisse, l'homme et la femme s'épanouissent dans une rencontre d'amour, dans une communauté cosmique, parce que la véritable base de cette communauté est l'être générique. Et l'être générique, il n'a pas la liberté d'un. L'être générique, il est l'automouvement de son déploiement. Quand je reçois, moi, des patients au cabinet en philo-analyse et qu'ils sont en souffrance, ils ne sont pas en souffrance parce qu'ils n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils voudraient faire. Leur état, leur situation ne vient pas de la liberté ou du manque de la liberté. Leur situation en tant qu'elle est mal-être vient de leur être absent.
Donc la catégorie essentielle qui permet de comprendre l'être générique et la communauté humaine de tous les êtres génériques de l'humanité universelle, c'est l'être. Donc, la communauté émancipée, c'est abat la politique, c'est abat le narcissisme, c'est abat la liberté, c'est abat le caprice, c'est abat la valorisation, c'est abat l'échange, c'est abat la grande masturbation onirique du sujet égocentrique. C'est la communauté de l'être qui souffle dans l'épanouissement de l'être. D'accord. Une dernière chose par rapport à ça, par rapport à l'émancipation humaine universelle, c'est ce qui a fait que toutes les manifestations sporadiques un peu de la volonté humaine de s'émanciper, toutes ces manifestations ne se sont pas entendues, ne se sont pas comprises à des moments donnés, c'est qu'il y a non-adéquation historique entre les peuples et les temps historiques des peuples à travers le monde. Et est-ce que cette non-adéquation, ce décalage, fait que c'est toujours une source de contre-révolution? Il y a toujours ce risque qui se pose de lui-même, qui est la contre-révolution possible par la répression du capital. Si vous voulez, la contre-révolution du capital n'a pas lieu parce que l'énergie des hommes en mouvement qui contestent le capital ne va pas assez loin, ou parce qu'il y aurait des inadéquations et des dysfonctionnements dans la rencontre entre les gens. Vous avez parlé de peuple à un moment donné. Il faut toujours se rappeler que Marx disait dans une formule boutade, quand on parle du peuple, c'est qu'on veut jouer un mauvais tour au prolétariat. Le projet émancipateur de l'humanité tel qu'il est défini par Marx et Engels refuse de donner au concept de peuple un concept positif. Engels, dans l'origine de l'État, de la famille et de la propriété, définit l'origine du peuple. Le peuple est né sur les débris de la communauté communiste. Le peuple, populus, ça renvoie à démos en grec, qui a donné donc démocratie, le pouvoir du peuple. Dans la communauté première, et dans toutes les communautés premières de la Terre, on retrouve la même entité première dans le cadre des premiers groupes de chasseurs-cueilleurs qui, effectivement, dans une activité de reproduction, font souche. La réalité première, c'est le génos, la gens. Marx et Engels parlent de la production gentilis. La gens, c'est une communauté qui est posée là, en la Terre, mais en la Terre, pas simplement comme géographie spatiale ou comme contenu géologique, en la Terre au sens où l'homme est humus, l'homme est donc terre, et donc le génos premier, c'est la souche communiste. Et toutes les communautés organiques ont une production gentilis, sans argent, sans État, qui reproduit le groupe par la production gentilis communiste du contenu de la vie. À un moment donné, dans le cadre de ce qui résulte de la révolution néolithique, la valeur d'échange en mouvement va éclater le génos communiste. Et le génos communiste, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, c'est la région d'Athènes. Et ben, la région d'Athènes, à un moment donné, il y a très très longtemps, et je renvoie les auditeurs au texte de Engels sur l'origine de l'État, au fur et à mesure que la valeur d'échange se met en mouvement, le génos communiste va s'éroder, va s'user, va se briser et va se liquéfier. Et à la place de ce génos communiste, on va voir apparaître le démos. Qu'est-ce qui fait la grande différence entre le génos et le démos? C'est que le génos, c'est la souche communiste du vivre ensemble sur une terre qui n'appartient à personne, puisqu'elle est le socle existentiel de tout le monde en cette terre. La valeur d'échange va fractionner le génos et les appropriations privatives vont fonctionner et vont progressivement voir la population qui était génos devenir démos. Le dème à Athènes, c'est une entité territoriale où la valeur d'échange circule. Autrement dit, le peuple,
c'est pas un concept neutre. Le peuple, c'est pas les gens qui vivent là. Le peuple, c'est les gens qui vivent là en l'aliénation de la valeur d'échange. Le peuple français, c'est les gens qui vivent là en l'aliénation de la valeur d'échange qui est là. Le peuple algérien, c'est les gens qui sont là en l'aliénation territoriale de la valeur d'échange qui est là. Donc, le communisme sera le moment où le prolétariat aliéné mondial de tous ces gens enfermés dans le démos vont faire jaillir la catégorie subversive de l'émancipation humaine. Mais le démos n'est pas une catégorie subversive, c'est une catégorie administrative de la valeur d'échange en mouvement qui ne produit aucune subversion possible. Quand le peuple s'insurge, c'est pour réagencer autrement la valeur d'échange en mouvement. Et tout mouvement populaire, tout mouvement du peuple, dans cet interclassisme du démos autour de la valeur d'échange, est condamné à reproduire la domestication politique et la domestication économique. Donc, abat le peuple, abat tous les peuples. Le peuple est une catégorie aliénatoire. La seule catégorie historique positive est celle du prolétariat, parce que le prolétariat, en tant que prolétariat mondial qui s'auto-abolit, permet à la communauté humaine émancipée de surgir. Et cette communauté humaine émancipée qui peut enfin surgir, elle surgit au moment de la crise terminale. Si vous voulez, tant que le capital est en développement, les surgissements qui ont lieu, malgré toute l'énergie des hommes qui les mettent en mouvement, sont condamnés à échouer, puisque la matérialité objective des forces productives du capital est encore en mouvement. Si je prends la Commune de Paris, si je prends la révolution spartakiste en Allemagne, si je prends l'insurrection des marins de Kronstadt, si je prends la radicalité ouvrière barricadière de mai 37 à Barcelone, tous ces mouvements-là, même s'ils s'étaient organisés avec plus d'efficacité, même si les combattants avaient eu plus d'énergie, ça n'aurait rien changé quant à la compréhension globale du fait qu'on allait nécessairement à l'échec. Pourquoi on allait encore à l'échec? Parce que tous ces mouvements-là ont traduit une recomposition crisique du capital à un moment donné, mais qui était en plein essor de développement. Donc, le moment de la crise terminale est le moment de la crise terminale, parce que le prolétariat mondial peut enfin s'auto-abolir, mais le prolétariat mondial peut enfin s'auto-abolir parce que l'économie politique de l'aliénation du capital est arrivée au point où elle ne peut plus reproduire le mouvement de sa reproduction. Donc là, il y a une dialectique, on retombe sur Hegel, on retombe sur Marx, dans toute l'implication de ce qu'est le déterminisme de l'histoire. Vous savez, il y a plusieurs fois chez Hegel et chez Marx, on a la reprise du vieux cheminement spinoziste, omnia détermination, omnia négatio, etc. Toute détermination est une négation, toute négation est une détermination. Et donc, dans ce posé-là, c'est parce que le capital, à un moment donné, rentre en caducité, que le surgissement communiste mondial entre en émergence. Donc, il y a une dialectique des profondeurs qui travaille toute l'histoire, qui enfin se résout, et la communauté humaine mondiale émancipée, en tant qu'elle résulte du prolétariat mondial s'auto-abolissant, elle résulte bien de ce procès d'auto-invalidation qui, dans les 3 livres, dans les 4 livres même, dans les 4 livres du Capital, montre que le capital a en lui une loi constitutive qui fait que, dès sa naissance, il était condamné à mort. Et que, puisque dès sa naissance, il était condamné à mort, il faut comprendre tout le processus qui conduit à sa mort, puisque c'est seulement au moment où il est à sa mort que le prolétariat peut surgir. Alors on n'est pas dans un champ mécanique. Le capital tombe, hop, le prolétariat se lève. Ça, c'est une mécanique débile. On est dans une dialectique, et c'est là où Hegel est profondément important. Il existe une implication réciproque entre le prolétariat et le capital. C'est le capital qui produit le prolétariat, mais c'est le prolétariat qui reproduit le capital. Et dans cette dialectique de reproduction et de cette implication réciproque, à un moment donné, la crise terminale, c'est la crise terminale de cette implication réciproque. Et c'est parce qu'il y a la crise terminale de cette implication réciproque
que le capital ne peut plus, et c'est parce qu'il y a la crise terminale de cette implication réciproque que le prolétariat veut. Mais il n'y a pas une mécanique déterministe machinique. C'est une dialectique déterministe processuelle. C'est pas parce que le capital que le prolétariat. C'est une intimité interactive de radicalité dialectique, c'est simultané, c'est concomitant, et ça fait partie de la même objectivité en mouvement. Vous avez parlé là maintenant de spinozisme, et en fait, lorsque Hegel dit justement que la religion, la théologie ne sont pas, c'est-à-dire ne sont pas complètement séparées de la philosophie, et qu'au contraire, ce sont des antériorités, que la philosophie absolue spéculative va les englober en elle pour les dépasser. Comment est-ce qu'on peut parler du miracle dans l'écriture, par exemple, lorsque Spinoza en parle dans son traité théologico-politique, et est-ce que Hegel, lui, en parle? Et est-ce que vous pouvez nous dire à peu près ce qu'il en dit? Qu'est-ce que le symbolisme, qu'est-ce que la symbolique du miracle? Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, il nous faudrait 1 heure, donc il va falloir resserrer. Alors, d'abord, du point de vue hegelien, on ne peut pas comprendre ce qu'est la philosophie, ce qu'est la religion, et d'ailleurs, il faudrait rajouter l'art, si on ne comprend pas ce qu'est la culture. La culture, c'est le langage de l'homme qui a perdu son immanence. Hegel dit que les populations heureuses n'ont pas d'histoire. Effectivement, les populations heureuses n'ont pas d'histoire. Les Guayaquis ont découvert l'histoire quand la modernité colonisatrice est venue frapper à la porte de leur forêt. Les populations heureuses n'ont pas d'histoire, et c'est parce que les populations heureuses n'ont pas d'histoire qu'elles n'ont pas de culture au sens hegelien du terme, puisqu'elles n'ont pas de religion, pas d'art, pas de littérature. Le Guayaki archaïque n'a pas de religion. Il sait qu'il est en le mouvement du divin cosmique. Il n'a donc pas besoin d'inventer quelque chose qui, de l'extérieur, lui fixerait des commandements. Hegel fait d'ailleurs là-dessus une très bonne critique de la religion, à la fois quelque part du judaïsme et de l'islam. Vous avez toute une vulgate traditionnelle qui vous dit « Oh, c'est prodigieux les 10 commandements. C'est prodigieux, tu ne voleras pas, tu respecteras ton père, etc. » Hegel dit l'inverse. C'est l'expression d'une déchéance incroyable. Le Guayaki, il n'a pas besoin d'avoir 10 commandements. Dans la naturalité cosmique de son immanence, il sait qu'on respecte ses parents, il sait que. Quand on vient dire aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est qu'on est déjà rentré dans un tel processus de dégénérescence que toutes les immanences ont disparu et qu'il faut donc asservir, codifier, imposer et imprégner. Donc, la religion, l'art, la littérature, tout ce qui fait la grandeur du monde de la culture en mouvement, c'est l'aliénation. Qu'est-ce que la culture, dit Hegel? C'est l'aliénation. L'homme a produit la culture parce qu'il ne pouvait plus produire l'immanence de l'homme-homme. Il a donc été obligé, puisqu'il était séparé de son immanence et qu'il n'avait plus la signification de son signifié, de le reconvertir, de le recomposer et de le retraduire. L'art, la religion, la littérature, bref, toute cette grande randonnée culturelle vient dire que l'homme s'est perdu, et que comme il s'est perdu, il ne sait plus où il va, et qu'il doit donc se construire des chemins à la fois allégoriques et réels pour, en la vie sociale, trouver des justifications et des significations à ce qui n'a plus aucun sens, puisque comme on est dans l'aliénation, il est dépossédé de son lui-même. Donc, à partir de là, l'homme est totalement hors de lui-même. L'homme est totalement hors de lui-même. À partir de là, la position de Spinoza en termes de logique sur la substance, elle est très positive, puisqu'elle nous amène à Hegel. Mais ceci dit, la vision que vous posez sur les miracles, elle est beaucoup moins intéressante, parce que quelque part, Spinoza est à la fois préfigurateur de Hegel,
dans la radicalité de la substance et dans l'immanence du monde, puisque quelque part, il abolit la séparation entre le monde et le divin hors du monde, mais dans le même temps, il est dans une écriture post-cartésienne et mécanique, et quelque part, sa lecture du miracle est décevante, parce que la problématique du miracle, elle renvoie d'abord à l'énergie, elle renvoie au cosmos, et elle renvoie à la physis. Je vais vous prendre un exemple très bête, mais qui est en même temps très intéressant. Les gens qui vont à Lourdes pour mettre en pratique le territoire du miracle. Alors bien évidemment, on n'a jamais vu un cul-de-jatte ressortir de la piscine au miracle avec ses deux jambes. Par contre, on a vu des paralysés réellement paralysés ou des cancéreux réellement cancéreux ressortir sans cancer et ressortir sans paralysie. Ça nous renvoie à Hegel et au présocratique sur l'énergie de l'être. J'ai un paralysé alpha et j'ai un paralysé bêta. Le paralysé alpha est mis dans la piscine, il ne se passe rien. Le paralysé bêta est mis dans la piscine, il se passe quelque chose. Ils ont la même atteinte physiologique. Qu'est-ce qui va se passer pour que bêta soit précisément dans une dimension énergétique de recomposition qui fasse que les choses avancent? Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, mon père travaillait au CNRS et on parlait souvent des recherches sur le cancer. Il me disait, on a deux malades qui sont quasiment au même stade. Il y en a un dans une chambre qui va décider de vaincre. Et il y en a un dans une autre chambre qui est abattu, qui est écrasé. Celui qui a décidé de se battre et qui développe une énergie radicale va vaincre son cancer. Bon, c'est des exemples qui rentrent dans la catégorie que l'on pourra appeler le miracle. Parce que qu'est-ce que le miracle? Le miracle, c'est précisément le lieu, quelque chose qui ne pouvait absolument pas arriver dans cet obscurantisme scientifique de la reproductibilité dont nous avons tout à l'heure parlé, arrive cependant. Quelqu'un est condamné par le magistère scientifique parce qu'il a précisément une affection qui est qualifiée d'irrémédiable. Le miracle, c'est ce qui retourne l'irrémédiable. De quelle manière se retourne l'irrémédiable? Alors, la lecture de Spinoza n'est pas intéressante là-dessus parce qu'il ne répond pas à la question, finalement. Il fait simplement une relation allégorique ou métaphorique. Mais si vous interrogez la personne qui a été à Lourdes et qui s'est mise dans cette piscine et qui, paralysée depuis des années, se remet à marcher, là, on a une véritable dialectique phénoménologique au sens hegelien du terme à positionner sur qu'est-ce que le déployer énergétique d'une volonté radicale qui prend la décision, par-delà l'apparaître premier du corps, de produire une puissance qui va retourner ce qui, pour le corps, était considéré comme irrémédiable. Donc, qu'est-ce que le miracle à ce niveau-là? Le miracle, c'est une énergie qui repositionne les géographies de l'irrémédiable. Non, parce que ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que dans les communautés primordiales, dans les communautés archaïques, j'avais des développements sensoriels, énergétiques, j'avais des vigueurs cosmiques en moi qui se déployaient, mais en de multiples facultés. Je prends un exemple tout simple. Quand vous vous baladez dans la forêt aujourd'hui, vous regardez des traces sur le sol, bah oui, bon, bah il y a des traces. Vous regardez des plantes, un sioux ou un cheyenne sur la piste, non seulement il voit, mais il sent. Nous avions des sens et des énergies il y a très longtemps que toute la domestication aliénatoire du capital a considérablement corrodé. Nous ne sommes pas simplement un atome de la réification dans la place que nous occupons dans le rapport de production. Nous sommes un atome de la réification, et ça c'est très très important. Marx en parle dans le troisième manuscrit sur les sens, sur la volupté, sur les émotions, les sens qui disent la signification, qui disent la sensualité.
Donc on a perdu tout ça, et on a aussi perdu plein d'énergie. On a aussi perdu plein d'énergie. Donc il y a des tas de choses qui font que quand l'énergie de l'esprit et du corps se met en mouvement dans une véritable vigueur énergétique, plein de choses peuvent se redessiner. Sauf que comme nous sommes devenus des épaves circulatoires de la grande déambulation marchande, nous avons perdu plein d'énergie cosmique que nous avions antérieurement. Donc le fait aujourd'hui, enfin, ce que j'ai pu retenir, c'est que le fait de considérer le miracle ou la symbolique qu'il contient en lui, au lieu de le considérer comme quelque chose de surnaturel, comme le souligne Hegel et Spinoza, il ne faut pas le considérer comme quelque chose qui est surnaturel, puisque le divin est nature et que la nature est divine. Exactement, et donc tout vient de la nature. Tout vient de la nature, si vous voulez. Il y a en nous une puissance existentielle radicale qui fait l'être générique. Et l'être générique de Marx renvoie à la préhension des énergies, de la radicalité, de la puissance chez Hegel, et ça nous renvoie au présocratique, avec toute cette problématique générique, cosmique que les Grecs avaient positionnée, avec le feu, avec le sec, avec l'humide, avec le fort, avec le faible, avec le vent, avec la puissance. C'est-à-dire que les Grecs n'ont pas théorisé la physis dans un tel report et dans un tel rapport d'énergie en mouvement permanente par hasard. C'est parce que il y a en l'homme un devenir de puissance, un devenir de potentialité, un devenir d'épanouissement. C'est ça l'être générique. Et c'est pour ça que l'être générique, c'est l'ex-isté. Istémie en grec, je suis, ex, je sors. C'est-à-dire que finalement, la définition de l'être, la définition de la radicalité communiste du je suis, c'est je sors de ce que je suis là parce que je deviens toujours un autre, je deviens toujours une puissance en mouvement. Donc à partir de là, à partir du moment où les puissances en mouvement de nos énergies se mettent en mouvement, plein de possibles s'ouvrent. Plein de possibles s'ouvrent.